Spartiate, bonsoir et bienvenue dans cette quotidienne assez tardif. Mais j'avais quelques petits articles à montrer. Donc on va voir tout ça ensemble. Pour les nouveaux ou ceux qui tomberaient sur cette quotidienne ou cette vidéo, sachez que je fais des vidéos comme ça sur la macroéconomie et la finance. On vulgarise ici et on parle essentiellement de crypto-monnaies. Donc je présente des projets crypto, tout ça. On fait des versus entre crypto. On fait pas mal de choses sur Twitch aussi. Donc bienvenue à tous. Et on est ensemble les gars. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une nouvelle qui pourrait changer la physionomie des marchés. Donc on va voir ça. Et on va aussi, là on est dimanche. Donc on va regarder ce qui nous attend pour la semaine à venir. Et ensuite faire un tour sur les cryptos, les cours du Bitcoin. Voilà les charts. Et on va terminer par là. Donc voilà, alors. Qu'est-ce qu'on a? On a une annonce de Janet Yellen, donc la secrétaire au Trésor américain, qui est assez important. Cette annonce, elle dit que les banques américaines pourraient resserrer les prêts. Et donc, resserrer, c'est-à-dire, mettre des conditions plus dures pour obtenir des prêts, on va dire. Et elle dit que ça va nier le besoin de nouvelles hausses de taux. Donc elle dit que par ça, on va dire, il ne sera plus nécessaire d'augmenter les taux d'intérêt. Mais peut-être que là, ça, c'est un discours important parce que ça peut être un aveu, un discours où elle fait l'aveu que ils vont devoir arrêter d'augmenter les taux. Et ça, les marchés vont aimer ça, surtout les marchés crypto et les marchés boursiers. Parce que s'ils arrêtent d'augmenter les taux, on va arrêter d'avoir cette peur sur la récession là, d'une économie qui tomberait par terre, on va dire, et d'une récession forte. Donc ça, c'est un discours, ça c'est pas n'importe qui dit ça, c'est la secrétaire au Trésor américain, donc c'est le plus haut poste, on peut dire, aux côtés de Jérôme Powell, là, du président de la Réserve fédérale, à savoir que elle, avant d'être secrétaire au Trésor américain, elle était présidente de la Réserve fédérale américaine, donc le poste que Jérôme Powell occupe actuellement. Donc, c'est la plus haut placée à ce niveau-là pour l'économie américaine. Et donc voilà, la secrétaire au Trésor américain, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré que les banques devraient devenir plus prudentes. Ah oui, les conditions sont difficiles, donc les banques devraient devenir plus prudentes et pourraient resserrer davantage les prêts. À la suite de récentes faillites bancaires qu'on a vues, on a constaté la faillite de la Silvergate Bank, la Silicon Valley Bank, la Signature Bank. Il y a eu pas mal de faillites bancaires là. On a eu le Crédit Suisse aussi en Europe. Et donc là, ça voudrait dire, je le surligne, ça c'est très important, annulant peut-être la nécessité de nouvelles hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale. Donc le fait que les banques soient beaucoup plus strictes et serrent un peu plus davantage les conditions de prêt, ça veut dire que ça va permettre à la Fed d'arrêter d'augmenter les taux, puisqu'il y aura moins de pression, en tout cas sur l'inflation, en resserrant, en prêtant moins pour investir. Ça veut dire que l'économie va moins bien tourner, et donc par-delà, ça va enlever la pression qu'il y a sur l'inflation là, et donc du coup, ça va faire qu'ils n'ont plus besoin d'augmenter les taux pour justement freiner cette inflation là, ou freiner l'économie américaine qui est forte en tout cas. Donc je sais pas si vous avez compris, mais en tout cas sachez juste que le fait que les banques prêtent moins, ça peut faire que la Fed augmente moins ses taux d'intérêt, et voilà, et ce qui va faire que pour l'inflation, ça va descendre bien plus et tout ça. Donc tout ça c'est très bien. On va voir si ça va être... Ça c'est juste une déclaration. Mais on espère, pourquoi pas. Si elle le déclare, c'est que les réserves, les banques centrales vont moins prêter. Donc c'est du tout bon. C'est du tout bon. Il va y avoir moins de pression. En gros, les consommateurs américains vont moins emprunter pour faire des crédits immobiliers, ou moins consommer. Et qui dit moins de consommation, moins de crédit, moins de choses, dit que l'économie va se refroidir. Et l'inflation, elle, va baisser. Et donc, si l'inflation baisse encore plus, il n'y a plus besoin d'augmenter les taux.
Donc c'est là où je voulais en venir. J'étais en train de me perdre. Mais voilà, en gros. Donc voilà, discours très très important qui a fait un peu le tour. Hein, voilà, c'est très écouté ça. Voilà, elle a déclaré que ça conduirait à une restriction du crédit dans l'économie. Donc moins de crédit, c'est voilà, c'est une économie qui baisse, qui se refroidit et donc une inflation qui descend. Donc voilà son idée en tout cas pour arrêter d'augmenter les taux parce qu'elle sait que quand on augmente les taux d'intérêt, ça fait certes ça ralentit l'inflation mais ça fait mal au système financier, ça fait mal aux banques et donc ça peut créer une récession forte et ils savent qu'ils doivent arrêter ça. Donc voilà, tout ça c'est un discours qui va affaiblir le dollar mais qui va renforcer le narratif du Bitcoin et des actifs, des actions en bourse, tout ça. Donc c'est très bien, très bonne nouvelle tout ça. On va voir. On a aussi de l'autre côté Jamie Dimon, le PDG de la plus grande banque américaine, de la JP Morgan Chase, qui lance un investissement même sur les taux. Cela résoudra les problèmes de l'économie. Donc les investisseurs et les entreprises devraient prévoir que les taux d'intérêt resteront plus élevés, plus longtemps que prévu, actuellement par le marché, selon le PDG de JP Morgan. Donc lui, il est là, comme d'habitude, il continue à faire peur au marché. Donc là, il a encore un discours wokishe, agressif, en disant que les taux d'intérêt qui sont déjà très élevés vont rester maintenus à ce niveau-là pendant longtemps. Donc ça, par contre, c'est un discours qui va faire peur au marché. Donc Janet Yellen, elle essaie d'essayer de calmer la peur. Et lui là, Jamie Dimon, il continue à faire peur au marché. J'ai l'impression qu'il est missionné. On a cette impression-là. Le problème, c'est que lui, il est très écouté. Déjà, il est très respecté parce qu'il gère d'une main de maître la JP Morgan. Et en plus de ça, il s'y connaît bien, hein, c'est un ancien. Mais voilà, mais j'ai plus l'impression qu'il essaye de... Peut-être qu'il, par derrière, il fait des investissements, je sais pas. Mais il est toujours là à essayer de faire peur à l'économie, là. Donc on va voir. Donc on verra, hein. Il dit que le fait que les taux restent hauts, ça résoudra peut-être les problèmes de l'économie. Donc on verra. Dimon a déclaré qu'il avait dit à tous les clients de sa banque de se préparer au risque de taux plus élevés et qu'il était possible que davantage de petites banques fassent faillite. Donc lui, il continue à agiter la peur. Donc voilà, hein, c'est un discours que les marchés n'aiment pas trop, les investisseurs. Mais bon, après, peut-être on va dire qu'il est pragmatique, il est raisonnable. Donc, il incite à la prudence. Peut-être que c'est ce qu'il y a à faire. Hein. On verra en tout cas. Donc d'un coup, on a eu le discours de Yellen qui essaie de calmer, qui a un discours plutôt belliciste, plutôt calme, en essayant de calmer la peur des marchés. Et lui, derrière, qui ramène sa peur et qui voit même plus de faillites bancaires, de risques de faillite bancaire. Donc on verra ça. Donc voilà par rapport au discours. Maintenant, on va voir ce qui nous attend pour la semaine à venir. Et on a pas mal de choses. Hein. Là, c'est cette semaine. Apparemment, ça, je peux pas trop le traduire. Donc voilà, hein, on a les jobs. On a les... donc Monday, on a la manufacturing. Donc après, mardi, on a le housing start. De commencement pour le housing. Bon, c'est peut-être de l'immobilier, tout ça. Donc le job, mercredi, l'emploi. Voilà. La semaine, elle a l'air assez chargée. Hein. C'est que des chiffres. On ne sait pas ce qui est passé. L'inflation, les chiffres de l'inflation sont passés. C'est ce qu'on regarde le plus. Mais cette semaine, il va y avoir de la volatilité quand même un peu. Avec tout ce qui se passe là dans cette économie-là. Donc voilà, hein, tout ça, c'est ce qui devrait arriver courant cette semaine. Donc on va pas trop s'attarder sur ça. C'est pas ce qu'il y a de plus important. Par contre, bon, on a des discours hein, de plusieurs membres de la Fed. Donc voilà, hein, mardi, Bowman, voilà, tout ça. Wednesday aussi. Mercredi, on a Williams, le président de le membre Williams de la Fed. Donc pas mal de membres. Hein. Enfin, quand je dis pas mal, on a Bowman 2 fois. On a Williams et Waller et Cook. On a 1, 2, 3, 4 membres de la Fed qui vont parler hein, chaque jour là. Donc attention à ces discours là. Hein. Attention s'ils sont plutôt agressifs ou pas. Ça peut quand même, voilà, parce que c'est des membres de la Fed. Hein. Donc eux, ils peuvent influencer Jérôme Powell. Donc on va voir par rapport à tout ça. Aussi, dans la semaine, on a des résultats encore d'entreprises. Donc là, ce qu'il faudrait noter, parmi les principales entreprises, on peut noter Netflix mardi, après la fermeture des marchés. Tesla,
mercredi, après la fermeture des marchés. Et sinon, le reste, on a Procter & Gamble vendredi, TSMC jeudi. Donc voilà, hein. C'est surtout Tesla, hein. Tesla et Netflix en début de semaine, là, mardi et mercredi. Donc on verra. Ça peut impacter, hein. S'il y a des chiffres vraiment décevants ou pas, ça peut créer de la volatilité. Mais après ça, c'est un second degré, hein. On va pas s'attarder sur ça. Je vous partage tout ça. Donc voilà par rapport à ça. Aussi, on a Trump qui est très inquiet, hein, par rapport au fait que la Chine s'occupe de son cas ou du cas américain. Il dit, hein, que si le dollar américain perd son statut de réserve mondiale, cela équivaut comme à perdre une guerre mondiale. Et il a tout à fait raison, hein. C'est grâce au dollar que les États-Unis ont dominé le monde entier. Et là, voilà, Trump qui a interviewé, là. Vous le voyez, je remets au début, mais... il explique, hein, l'ancien président Trump a déclaré que la Chine poussant le monde hors de la norme monétaire du dollar américain équivaut à la perte d'une guerre mondiale par l'Amérique. Donc, voilà, hein, Trump, je pense qu'il a raison, hein. La Chine, là, a compris que, voilà, pour éliminer le dollar, il va falloir créer une alliance et par cette alliance de tous les pays qui participent à l'alliance, en fait, enlever tous les pays, pousser les autres pays, en tout cas, à sortir du dollar et à utiliser leur propre monnaie ou la monnaie que la Chine mettra en place, tout ça. Et en fait, bah voilà, Trump, il a compris, hein, parce que le PIB de la Chine a explosé, mais il explose en même temps que le PIB américain. Et ça fait que le PIB américain reste au-dessus du PIB de la Chine. Donc pour freiner le PIB et la domination, par-delà la domination du dollar, la Chine n'a pas le choix que de s'allier et de pousser ses alliés à sortir du dollar. Il faut que une majorité de pays s'extraient du dollar pour que la Chine passe devant le dollar. Pour que le yuan... Parce que le yuan est en train de vraiment de devenir dominant. Et il est dominant par rapport à tous les autres pays sauf le dollar. Parce que le dollar, ça reste encore plus dominant. Mais pour que le dollar faiblit et passe en dessous du yuan, il va falloir que la Chine pousse les autres États. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est ce qu'ils sont en train de réussir à faire, surtout là. Donc on verra ça. En Europe, il y a des conflits en interne. On a la Pologne et la Hongrie qui ont décidé de suspendre les importations de céréales et d'autres produits agricoles en provenance d'Ukraine. Et donc, ça provoque la colère de la Commission européenne et de Kiev. Donc, comme il n'y a pas de solidarité, hein, entre l'Ukraine, pour les pays européens vers l'Ukraine, et bah, la chef non élue, Ursula von der Leyen, voilà, est en train de rappeler la Hongrie et la Pologne à l'ordre. Donc, on verra. On verra. Donc, il y a des pressions là, même au sein de l'Europe là. Donc, on verra par rapport à tout ça. Donc, on passe aux cryptos. Alors, on est à 13 minutes, hein, de vidéo. Donc, les cryptos, vous voyez que c'est dans le vert. Ma crypto, Kaspa. On va revenir sur Kaspa à la fin du live, qui est en difficulté. Mais voilà, c'est peut-être une vente. En fait, la nouvelle a été vendue. Donc, vous allez voir que pour Kaspa, il y a une énorme nouvelle qui a été qui date d'aujourd'hui même. En fait, ça devait sortir hier. Mais c'est sorti aujourd'hui, donc on va revenir sur Kaspa à la fin. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le Bitcoin. Et le Bitcoin qui reste fort, 30 347. Donc ça range, ça poursuit son range. Vous savez, je ne vais pas vous le répéter, mais à chaque fois que ça range, en général, après, il y a une forte poussée à la hausse. La plupart du temps, hein. Et ça n'exclut pas qu'on pourrait revenir à la baisse. Mais en général, quand ça range comme ça aussi longtemps, c'est qu'après, ça explose à la hausse. Et là, on range pas mal. On pourrait encore ranger quelques jours. Le Bitcoin est en train d'analyser, enfin, les cours sont stables pour le moment, avant une explosion. Et là, on pourrait casser les 32 et rapidement monter à 34, 35. Voilà, ça, c'est dans la suite du parcours que je dis qu'on va monter. La cible, la prochaine grosse cible, c'est 42 500 pour Bitcoin. C'est pour moi le point haut qu'il y aura là. Et voilà, ça peut monter même plus haut. Mais je pense que, voilà, aux alentours des 40-45 000 là, aux alentours de ça, je pense qu'après, ça va corriger. Parce que là, on est monté. Là, on est passé de 15 000 au plus bas jusqu'à monter à 40, 45 000. Ce serait très élevé, pardon. Il va falloir que ça corrige après ça. Donc, on va aller voir les cours, hein, tout simplement, les charts. Et vous voyez que, en tout cas, on range là. Et là, le range, c'est vraiment les deux dernières bougies que vous voyez. Enfin, voilà, les deux dernières là. Mais on est quand même en phase montante. Si vous regardez bien là, ça, c'est à la semaine. Et on est dans une parabolique. Donc, vous voyez que
on risque de continuer à monter jusqu'à la ligne. Vous voyez la pointe de cette ligne rouge, elle est aux alentours des 40 000. Et pour moi, on sera au plus haut vers les 42, 40 000, allez, 42, 45 par là. Mais après, je pense qu'on va casser à la baisse parce qu'on va créer une sorte de bulle et il faudra corriger après ça. Mais pour l'instant, sur le court terme, on est en train de monter. Je pense qu'on va monter au moins jusqu'à 40 000. Donc on verra. Ça, c'est sur le très court terme. Stock Money Lizard qui montre que sur le très très court terme, on peut venir, regardez, là on est aux alentours des 30 100 par là, allez, là on est même à 30 000, on est même monté là carrément, on est même remonté, on est à, ah non même pas, non on est aux 30 300, qu'est-ce que je raconte, on est exactement là, on est exactement ce que cette image elle nous montre. Attention, hein, on pourrait avoir un scénario, et c'est dessiné ici, où on vient corriger au niveau des 29 000, donc tomber même en dessous des 30 000, et retoucher les 29 000 purs. Hein. C'est-à-dire que là, on est à 29 300. On pourrait casser en dessous des 30 000 et revenir à peu près même à 29 000, même en dessous de 29 000. Hein, jusqu'à 29 000, même pourquoi pas, même 28 000. Pourquoi pas. Donc même revenir à 28 000, casser cette ligne blanche à court terme. Hein. Donc là, on pourrait soit buter sur 29 000 ou soit creuser et aller jusqu'aux 28 000 pour ensuite bien rebondir et vraiment là repartir. Donc sur le très court terme, ne soyez pas choqués si jamais on reviendrait aux 28 000. Donc là, on est à 30 300. Voilà, on peut avoir un scénario où on viendrait encore à 28 000, 29, 28 000 avant de... Voilà, ce serait une mauvaise chose, un mal pour un bien, je dirais. Si on vient aux 28 000 ou 29 000, là, on va vraiment avoir une impulsion pour aller aux 35, voire 40K direct. Par contre, si on monte d'un coup là, jusqu'au 40K, enfin, si on monte encore d'un coup là, on pourrait avoir une correction aux alentours des 35 000, 34 000. Donc, il faut qu'on a besoin de corriger, on a besoin de souffler pour partir plus haut. Donc, soit ça arrive maintenant, et là, on vient directement buter. Ça serait pas une mauvaise chose. Hein. On vient buter aux 29, voire 28K, pour qu'on reparte bien comme il faut en direction des 40. Ou soit on continue tout de suite, on monte, et plus tard, au milieu des 35 000, 37 000, on viendra corriger. Ou sinon, dès les 40, on s'arrêtera tout de suite. À 40, 42, et ben on corrigera fortement tout de suite. Vous voyez? Donc, voilà un autre scénario que je vous partage. Vous retrouvez tout ça sur mon Twitter. Donc, voilà un scénario qui peut être important. En tout cas, ça, c'était du court terme. Sur le long terme, on est dans un croisement bullish très, très important. Regardez bien, ça, c'est ce qui se passe en 2023. Là, on est pile poil dans ce croisement bullish long terme, là. Vous voyez? Donc ça s'appelle un bullish crossover. Ça, c'est en 2023 en haut. Regardez ce qui s'était passé. Là, il y a marqué en 2015. Donc, vous voyez ici en 2015. Regardez ce qui s'était passé quand on avait croisé bullish. Tout ça là, c'était ensuite la poussée, la forte poussée, le bull run qui avait suivi là. Une forte poussée vers la hausse. Donc là, ça nous est, en 2023, ça nous est dessiné en bleu ce qui pourrait nous arriver maintenant qu'on a croisé bullish là. Donc là, on est dans le rond jaune là, on croise bullish. Et si on ferait comme en 2015, regardez, c'est dessiné en bleu là, on pourrait avoir une montée là. Et on pourrait être au plus haut vers la 2025 là. Vous voyez? Donc voilà, hein. Voilà, par rapport à ça, même là, à court terme, il le montre. Hein. Il montre que là, on pourrait arriver à 40. Allez, on va dire... Ouais, à 40 000, 38, 40 000 là. Vous voyez, là, ici, là, en bleu, là, si c'est dessiné comme avant. Ensuite, on pourrait recorriger jusqu'à, actuellement, là, 33 000 par là. Et ensuite, ranger pendant au moins jusqu'à octobre. Et ensuite, à partir d'octobre, monter d'un coup, là. Vous voyez ? Monter, voilà, avant de corriger un peu jusqu'au halving et halving exploser. Mais bon, après tout ça, impossible de dire. Hein. Impossible de dire comment ça se passait. Normalement, il faudrait rester investi. Le meilleur moyen de pas perdre des plumes, c'est de rester en hold et de profiter de la hausse sur le temps. Mais après, si vous voulez spéculer, trader, il faut essayer de lire ce qui se passe là sur le court terme là. Donc voilà, par rapport à ça, on enchaîne. Les charts, je vous en montre plein, comme ça vous voyez. Ici, vous avez une situation classique qu'on appelle le CoinEx. Donc voilà, ça s'appelle le chart CoinEx. Et c'est ce qui est en train de se passer là. Donc normalement, voilà, on est monté d'abord le price trend. Ensuite, on a corrigé. Et maintenant, on rentame une hausse comme ce qu'ils appellent le CoinEx Index là. Donc on va voir. Et là maintenant, ce qui nous attend, voilà, hein, c'est de monter. Je sais pas si on va monter d'un coup comme ça.
Ça, c'est un scénario qui vise. Mais là, ça montre qu'on pourrait monter au plus haut. Là, dès septembre, là, on pourrait être à un pic de plus de 100 000. Là, enfin, dans les 200 000 déjà, dès septembre. Bon, j'y crois moins, ce scénario-là, avant de corriger. Mais c'est aussi un scénario qui peut se tenir. Moi, je dis plusieurs fois qu'on va monter à 40 000 avant de corriger jusqu'au au prochain halving. Mais pourquoi pas ce scénario, hein. De toute façon, le Bitcoin va nous surprendre. Les baleines vont nous surprendre. Donc, un scénario comme ça, là, est monté directement. Avec des corrections, bien sûr, hein. Là, sur ce chart, par exemple, il nous montre qu'on va monter au plus haut, là, aux 69 000. Donc, au précédent ATH, voire 77 000. Avant de corriger à nouveau dans les 40 000. Avant de remonter vraiment, mais très vite, hein, tout ça avant septembre, jusqu'à 200 000. Vous voyez, à peu près, même pas, jusqu'à 150 000. Vous voyez, donc, c'est des scénarios. Impossible de dire ce qui va se passer. Mais c'est aussi un autre scénario. Donc on verra. Tout dépend de la situation, des choses qui se passeront à ce moment-là. Là. Donc on verra. Notez tous ces scénarios et on verra en tout cas ce qui se passe. Donc on continue. Voilà. Hein. Hausse, vous voyez les traits vers le haut. Vous voyez la ligne bleue là, la courbe bleue. Donc on monte. Et à chaque fois, regardez bien quand la courbe, elle passe il y a un carré là. C'est un bull market cross, là, ça s'appelle. À chaque fois qu'on fait ça, ensuite, on repart à la hausse et on explose. Vous voyez, ici aussi, là, on a eu un bull market cross à ce niveau-là. Donc, on a corrigé après et on est remonté fortement. Et là, on est dans ce bull market cross, là. Vous voyez, là, ici, là, la courbe a croisé le carré, là. Et donc, maintenant, ce qui arrive, c'est qu'on pourrait monter, même ranger un peu, mais là, on est parti pour 3 années de hausse, là. Donc, c'est ce que dit ce chart, là. Ils appellent ça le Bitcoin Last Square Moving Average. Donc, on verra. En tout cas, il y a plein de charts. On peut prendre tout ça de différentes manières. Mais voilà. Il faut analyser tout ça et se faire des avis. Ici aussi, un autre exercice. Le 1 correspond à raid hier. Donc, une année d'ATH. En fait, quand on est dans le 1, en fait, on est en mode ATH. On touche des ATH, pardon. Quand on est dans le 2, orange hier, c'est-à-dire que on est en bear market. Donc 1, ATH, 2, bear market, 3, c'est la phase d'accumulation et 4, on est dans une phase de préparation. Donc observons ça, regardez, c'est toujours la même chose. Regardez, ici, c'était en 2013. Donc en 2013, on était dans le 1. 1, on a eu touché un ATH là. Vous voyez l'ATH en rouge ici là. Ensuite, on est passé en 2, bear market. Donc on a eu le bear market. En 3, on a eu une phase de comment ils appellent ça, accumulation. Vous voyez. Et en 4, une préparation à la hausse. Ensuite, on est repassé au 1. On a fait un gigantesque pump. Vous voyez ici, c'était l'ATH pour le 1. Un pump jusqu'à l'ATH. Ensuite, en 2, on a eu le bear market. Vous voyez, ça a corrigé. En 3, on est en phase de accumulation. Vous voyez. Ensuite, en 4, une sorte de préparation. Donc, en fait, la phase 3 et 4, il ne se passe pas grand-chose. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On est repassé dans une phase 1 où on a eu le dernier bull run là. Ensuite, on a eu la phase 2 où on a corrigé. Donc là, on est maintenant actuellement dans la phase 3. Donc on est dans une phase d'accumulation qui dirait que jusqu'à novembre 2023. Donc jusqu'à novembre de cette année. Et après novembre de cette année, on va passer de l'accumulation à une préparation à la hausse. Donc voilà, après novembre, on sera dans vraiment une préparation à la hausse. Donc, ça veut dire quoi ça pour résumer? C'est-à-dire que là, on est dans la phase 3 et 4, donc dans la phase où on doit injecter de la liquidité. Parce que là, on est en préparation, donc on est en phase d'accumulation. Donc accumulation, c'est-à-dire qu'on doit accumuler des cryptos, donc on doit investir. Ensuite, la 4, ce sera le dernier moment pour se préparer au bull run. Donc, même le 4, il faudra investir. Et là, ils disent qu'on va être en 4 jusqu'en novembre 2024. Donc, jusqu'à novembre 2024, on sera en préparation. Et ensuite, apparemment, après novembre 2024, là, ça va être l'explosion finale qui va durer 1 an jusqu'en novembre 2025. Donc, voilà. Donc, ici, on nous dit que novembre 2025, on sera au pic. Vous voyez, donc dans 2 ans, en novembre 2025. Donc, charte très importante que je vais enregistrer. Donc, retenez bien novembre 2025. Notez bien qu'on sera au plus haut à partir de ce moment-là. Donc là, ils disent qu'on doit accumuler jusqu'à pendant encore plus d'1 an, là, jusqu'à novembre 2024 même, avant que ça explose réellement. Et moi, c'est ce que je compte faire. Hein. C'est bien ce que je vais faire. Je vais adapter ma situation
par rapport à ça. Et voilà. Et notez qu'en novembre 2025, on sera au plus haut. On continue. Là, on est à 25 minutes. Hein. Donc, je vais essayer de faire plus vite et de plus trop tarder. Donc, regardez. Hein. Là, je vais passer vite. Là, ça, c'est des charts d'Aurélien Ohayon. Donc, voilà. Hein. Si on regarde les volumes, donc on a eu un fort volume à la baisse, comme vous le voyez. Et regardez, maintenant, qu'est-ce qui nous attend là? Bah, c'est des volumes qui seraient plutôt dans le vert. Vous voyez, à chaque fois, c'est la même chose. Hein. Regardez les autres fois, là, dans les précédents bear market, on avait quand même des volumes qui étaient conséquents. Hein. Du saignement, là, dans le rouge. Là, on l'a connu ici. Mais regardez celui-là, là. Regardez le volume qu'on a connu ici. Il est semblable. Il est plus puissant même que tous les autres volumes rouges à la baisse qu'on a eu précédemment. Donc là, on a vraiment eu une baisse profonde comme on n'en a jamais vu. Et là, maintenant, ce qui nous attend maintenant, c'est, regardez la flèche verte, c'est des volumes en hausse maintenant, à partir de maintenant. Donc tout ce qui nous attend, et on est dans la tendance, comme on a eu le retournement. Donc ce qui nous attend, bon bah, avec des forts volumes à la hausse, bah, c'est encore une continuation sur le moyen long terme. C'est une continuation vers la hausse. Donc en tout cas, ce qui se passe sur le court terme, on va voir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur plusieurs mois, voire années, on est en phase de hausse. Et là, on est parti même pour 3 ans de hausse. Donc, profitez-en, les amis. Après, Aurélien Ohayon, il aime bien abuser là et aller très haut là, jusqu'à 350K. Ici, là, il le met là. Je pense pas. Je pense qu'on va corriger avant tout ça. Voilà. On va peut-être atteindre les 200K, mais 350, ça me paraît trop. Mais bon, après, chacun, voilà, se fait ses avis là. Donc, je vous le partage. Il a fait pas mal de charts. Donc, on va les passer aussi rapidement. Donc voilà, toujours hausse, ensuite correction, ensuite hausse, correction. Et à chaque fois, regardez, hein, vous avez vu que dans le chart, à chaque fois que ici, là, dans le RSI, on part à la baisse, c'est là qu'on explose à la hausse. Et là, si vous regardez le dernier, là, et ben là, regardez, on a fait même un W. Les autres fois, là, bon, là, si, on avait connu une phase, là, en 2015 avec un W. Par contre, en 2019, c'était une seule fois et on est parti à la baisse. Par contre, on est remonté pour repartir à la baisse. Là, regardez, on a fait un W. Qu'est-ce qui nous attend? Peut-être comme en 2015, comme on a fait un W, peut-être que là, on va vraiment partir fortement, fortement en hausse là. Donc, on va pas faire comme en 2019 où on est monté, on a corrigé et on est monté. Là, ce qu'ils nous disent, c'est qu'on va faire comme en 2015. Là, on va vraiment partir fortement à la hausse. Donc, ce chart, il dit que on va pas s'arrêter. En fait, là, si on va maintenant d'une seule fois à la baisse, là, parce qu'on a fait un W, donc cette fois-là, on va vraiment partir pour un long run sans corriger forcément à 40 000. Donc là, il nous explique que là, si on fait comme les autres, bah là, ouais, on va partir directement aux 250 000, avec bien sûr des corrections entre-temps. Mais là, on va partir directement et on pourrait avoir un plus haut là, bah ouais, juste avant la fin de 2025. Hein. Ici, ça nous ramènerait... Bah déjà, c'est après 2024. Ouais, c'est vers 2024 là. Après 2024 qu'on va vraiment avancer. Mais là, ils disent que vraiment, on va partir vraiment directement en rallye et rapidement aller aux 250 000. Donc c'est assez pertinent. On verra en tout cas. Je trouve que c'est assez pertinent. Ça aussi, je vais le garder. Donc je l'enregistre. Moi, toutes les images que je trouve pertinentes, je les enregistre. Comme ça, je les mets dans un dossier. Et des fois, je réexamine ces dossiers pour me donner des perspectives. Donc voilà, par rapport à ça, très pertinent. On continue, hein, ici aussi. Voilà, hein, vous voyez que dans le RSI, là, regardez, hein, au niveau du RSI, on va repartir en dessous là. Et quand on tape en dessous là, quand on tombe en dessous, dans ce RSI là en tout cas, et ben on est en bull run. Et vous voyez que là, on est pile en train de sortir du bear market là sur le RSI et d'aller en bull run comme les autres fois. Et regardez, bah, dans le chart là, ça à chaque fois pareil, hein, carré vert, carré rouge, carré vert, carré rouge. Vous voyez que le carré vert, il rétrécit au fur et à mesure du temps. Mais là, apparemment, de ce qui nous est dessiné là, bah, on aurait un carré vert qui nous ramènerait encore une fois, selon les prévisions d'Aurélien Ohayon là, directement aux plus de 200 000, plus de 200K. Donc ça, après, c'est ses prévisions. On verra. Mais en tout cas, si on a un carré plus rétréci, on irait plutôt aux 150K. Mais en tout cas, c'est toujours pareil, hein. Vert, rouge, et là, on entre dans le vert. Donc, voilà un autre chart que je vous partage. J'ai bientôt fini avec les charts, hein. Je vous en montre beaucoup. Comme ça, vous voyez que sur le long terme, on est très, très bullish. Donc, voilà, hein. Vous voyez que là, on a encore croisé bullish, là. Vous voyez dans les ronds blancs, là, c'est à chaque fois pareil. Quand on croise ici, là, quand la courbe rouge croise la courbe verte, en général,
et ben on ressort avec un puissant rallye haussier. Ici aussi c'est pareil, hein. On a croisé 2 fois, un moment pour un croisant bearish et un moment on a recroisé ça. Et quand ces 2 courbes vertes et rouges, donc c'est le cours de la voilà, les cours et la courbe rouge, là, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais quand ça s'entrecroise, et ben voilà, ça explose à la hausse. Et là, regardez, là ils se sont encore entrecroisés. Et donc là, qu'est-ce qui va ressortir tout ça? Et ben vous voyez la flèche là, une flèche qui nous ramènerait là. Bah vous voyez que quand il dessine la flèche là, en général, pour lui, ça part très fort. Et là, à chaque fois, il a diminué ses flèches. Et là, avec cette flèche diminuée, ça nous ramène apparemment à 350K, le prix du Bitcoin. Donc, espérons que ça arrive jusqu'à là-bas, d'ici 2025, là. Ça pourrait, hein, ça pourrait. Mais là, on aurait un plus haut à 350 000. Donc, encore un chart que j'aime bien, que je vais garder. Donc, je l'enregistre. Donc, voilà, hein, ça, c'est les charts d'Aurélien Ohayon, T-Analyst. Vous voyez ici, là. Donc, voilà. Pourtant, sa flèche, elle a diminué, hein, vous voyez. Donc, on verra. En tout cas, ça sera entrecroisé, là. Vous le voyez ici, dans le rond blanc. Donc, on est paré pour le décollage, là. Donc, voilà pour les charts. Je pense que je vous en ai montré 6 ou 7 ou 8, là. Je ne sais même pas, 5 ou 6. Je ne sais plus. Mais vous voyez qu'on est quand même sur le moyen long terme. Hein. Je parle très, très bullish. Et même sur le court terme. Hein. Au court terme, je vous ai dit que on est attendu dans les 40 000. Donc, ce qui nous attend pour les cryptos, si on résume bien, c'est que de la hausse. Maintenant, voilà, il va y avoir des articles qui vont sortir entre-temps, des articles bullish, des articles du FUD, c'est-à-dire des mauvaises nouvelles. Là, par exemple, c'est une mauvaise nouvelle. Singapour, le tribunal de Singapour s'est prononcé contre la reconnaissance des crypto-monnaies comme monnaie. Donc, Singapour ne veut pas reconnaître les crypto-monnaies comme monnaie. Voilà, ça, c'est aujourd'hui. Ils pourront changer peut-être dans le futur. Aujourd'hui, en tout cas, ça, c'est une mauvaise nouvelle. Ils ne veulent pas reconnaître. Bon, ça, c'est une mauvaise nouvelle, mais de manière générale, ne vous inquiétez pas. Regardez, par exemple, la capitalisation. On est encore tôt, là. C'est ce qu'il dit, là. Il est encore tôt pour Bitcoin. Regardez le Bitcoin, là. Donc là, BTC, c'est ce qui est en orange. Et ce qui est en orange, on ne le voit même pas, hein. Vous voyez que là, ils ont mis la flèche là pour le Bitcoin. On le voit même pas, même à l'œil nu là. Je regarde sur mon encodeur, ouais, on le voit même pas, hein. Regardez, c'est à peine 0,4 trillion. Donc c'est même pas 1000 milliards. Vous voyez là, BTC c'est bien. Ils ont bien remarqué que c'est en orange. On le voit même pas encore. Vous voyez. Donc on est vraiment très early, hein. Très très early pour le Bitcoin. Vous avez d'autres marchés, hein. Regardez l'immobilier en bleu là, 326,5 trillions. Vous voyez. Après ça, c'est le DBT, je sais pas trop c'est quoi, mais regardez, c'est un gros marché. Voilà, vous avez le marché de l'or qui est très petit par rapport à ça, 12 trilliards l'or, vous voyez. Voilà, hein. Et après la monnaie de base, donc la monnaie c'est en vert là, ici. Mais au moins, le Bitcoin là pourrait s'accaparer une partie là, au moins un peu de ce qui est en vert là, donc de la monnaie, parce que le Bitcoin va être utilisé comme monnaie. Donc dans les 30 trilliards, peut-être que le Bitcoin va s'accaparer peut-être 5 ou 10 trilliards. Donc le Bitcoin va grossir par là. Après le DEBT, je sais pas c'est quoi. Après le Bitcoin, je pense que le Bitcoin va vraiment s'accaparer aussi l'or. Parce que l'or, c'était ce qui était besoin pour le monde réel, pour le monde physique. Là on passe dans une ère numérique. Donc pour moi le Bitcoin va remplacer l'or et va prendre tout ce marché de l'or. Donc pour le Bitcoin, je pense qu'il y a au moins, si on prend tout l'or et le marché de la monnaie, sans compter de real estate, hein, parce que le real estate, bon, ça va pas être le Bitcoin par contre, mais ça va être la crypto, tout va se tokeniser. Mais voilà, mais bon, c'est pas grave. Mais le Bitcoin peut au moins, comme je vous ai dit, au moins prendre 10% du vert, là, 10 trillions de la monnaie et les 12 trillions, ça ramène au moins 22 trillions pour le Bitcoin. Donc voilà, hein, le Bitcoin va grossir sur les prochaines années. Après le DEBT, je crois que c'est la dette. Je pense, hein, mais je suis pas sûr. Hein. C'est le marché de la dette. Et en rouge, c'est les equities. Donc peut-être que même le Bitcoin, Bitcoin ne peut pas être de la dette, hein, je pense. Donc ce marché-là, de la dette, ça va être réservé encore pour les États. La dette qui est très grosse. Hein. Je pense que c'est la dette, mais je suis pas sûr. Mais voilà, hein. En tout cas, je pense qu'il y a au moins une bonne vingtaine de trilliards, là, de trillions là, à prendre pour le Bitcoin. Tout l'or, pour moi, et une bonne partie de la monnaie là. On verra. On verra. Et moi, pour moi, pourquoi je suis très bullish, en tout cas sur le Bitcoin. Regardez les images.
Ça, c'est à Londres. Hein. Regardez ce qui a marqué. Repère à Londres par un membre de l'équipe, nous disons non au CBDC parce que nous voulons que notre confidentialité financière soit respectée. Donc voilà les images qu'on peut retrouver dans une partie du monde. Non au CBDC. Et vous savez que les populations ne sont pas... On a vu quelques exemples. Au Nigeria, il y a pourtant le Ineira, mais ils veulent pas. Ils sont en train de plus d'adopter le Bitcoin que le Ineira. Et même en Chine, ils sont pas trop... les consommateurs chinois n'aiment pas trop le Yuan. Et les cryptos là, qui sont en train de pousser en Chine, je pense qu'il va y avoir une vague d'adoption envers le Bitcoin et envers d'autres crypto-monnaies en Chine. Donc on voit que je pense que même les cryptos vont être préférés au CBDC. Quand on sera dans le monde tout numérique là, je pense que les cryptos auront plus de succès que les CBDC. Et comme on va avoir des monnaies de paiement comme le Bitcoin décentralisé, ou même pour moi comme Kaspa, qui est l'évolution même du Bitcoin, qui seront bien plus rapides et bien encore avec une décentralisation et une sécurité bien encore plus poussée, je pense que les États vont adopter ces crypto-monnaies bien faites comme moyen de paiement. Donc on verra en tout cas. Je vous partage ça. Et voilà. Hein. Et en tout cas, aux États-Unis, ils ont bien compris que les stablecoins pourraient être une alternative même au CBDC, aux monnaies des États. Et donc, on a là le Congrès américain qui présentera un nouveau projet de loi sur les stablecoins. Parce qu'on a aussi les cryptos qui vont être majoritairement utilisés comme le Bitcoin, Litecoin, peut-être même Kaspa ou des trucs comme ça, pour ce qui est pour payer. À côté des CBDC, mais on a aussi on pourra payer aussi en stablecoin parce que les stablecoins reflèteront les CBDC plus tard. Les stablecoins seront aussi importants en plus des cryptos de paiement comme le Bitcoin, Litecoin ou Kaspa, mais on a aussi les stablecoins. On pourra payer, il y aura des moyens de paiement en stablecoin directement. Donc on verra. Il y aura plein de moyens en tout cas. Et le Congrès américain va présenter un projet de loi par rapport à ça. Donc voilà, j'en ai fini pour cette quotidienne. Je vais rapidement encore, une énième fois, vous parler de ma crypto, fétiche, Kaspa. Et pourquoi parce que là, il y a une énorme nouvelle. Kaspa a lancé le test de son langage Rust. Donc c'est un langage Rust qui est réécrit. Hein. Et Rust, c'est l'un des meilleurs langages de programmation, d'écriture pour les smart contracts, qui est bien meilleur pour tout ce qui va être l'évolutivité, qui va bien... s'adapter à tout ce qui est le DAG, le DAG et la parallélisation, tout ça. Et Kaspa a lancé le test aujourd'hui même, hein, les testnets. Donc là, les développeurs peuvent tester ce langage et veiller à l'utiliser. Donc tout ça, voilà. Et je pense que les smart contracts vont rapidement arriver sur Kaspa. Et donc voilà, là, il y a plein de questions qui se posent sur le Rust, tout ça. Et voilà, tout ça, c'est très bien. Et moi, je pense que c'est le début de la concurrence entre Kaspa face aux autres Layer 1 et Layer 2. Là, Kaspa peut mettre en PLS même Ethereum et les choses comme ça. On verra. Il va falloir maintenant que les développeurs développent et créent sortent des smart contracts, les choses comme ça. Mais je ne m'inquiète pas, en tout cas, par rapport au fait que le réseau Kaspa va très bien tourner. Donc Kaspa, en plus que Kaspa peut mettre en PLS des projets comme le Bitcoin ou Litecoin, parce que Kaspa est bien plus rapide avec des temps de bloc bien plus courts et une vitesse bien plus accrue avec le bloc DAG. Donc Kaspa, ça va être plus rapide, même que le Bitcoin avec son Lightning Network, déjà. Et en plus de ça, Kaspa a la même sécurité et la décentralisation. Le Bitcoin, c'est le consensus Nakamoto. Donc voilà. Et donc déjà, côté paiement, moyen de paiement, Kaspa, déjà, c'est très puissant. Et en plus, l'autre côté, le côté Kaspa, blockchain de Layer 1, plateforme de smart contract, Kaspa, là, vient de sortir son langage. Et maintenant, on va pouvoir développer des smart contracts. Et là, Kaspa va aussi proposer de la DeFi, des smart contracts, des NFT, du métaverse et tout ça. Donc ça, c'est que le début. Et en plus, là, une autre nouvelle, c'est que Kaspa, maintenant, passe au ASIC. Donc pour les mineurs, les petits mineurs, ça, c'est pas une très bonne nouvelle. Parce que les ASIC, c'est plutôt utilisé par les institutions, les entreprises, des choses comme ça. Et les mineurs, eux, utilisent des petits GPU, des choses comme ça. Mais les ASIC sont la prochaine étape naturelle dans l'évolution d'un réseau sécurisé comme Proof of Work, comme Kaspa, car ils sont les plus efficaces. Donc les ASIC, c'est comme des GPU, mais c'est des grosses machines à miner. Des grosses puissances de calcul, c'est des gros matériels. Et Kaspa, qui est en train d'évoluer, et son hash rate qui est en train d'exploser, et bah Kaspa évolue en passant aux ASIC. Donc là, Kaspa est entré dans la cour des grands, avec les derniers matériels de minage. Et donc là, bon, les petits mineurs, ils vont devoir aller sur d'autres projets, comme par exemple Radiant ou Nexa, par exemple.
où il y a beaucoup de rentabilité à se faire là, en minant du Nexa ou du Radiant là, vous pouvez obtenir. Et ainsi de suite. Ces projets là, Radiant et Nexa, vont ensuite, dans un second temps, passer aux ASIC et évoluer aussi. Donc c'est toujours pareil. Donc rendre l'algorithme ASIC résistant équivaut à rendre la sécurité de l'efficacité du réseau résistante. Donc voilà, hein, Kaspa part dans la cour des grands. Et je le rappelle, hein, je finis par ça. Kaspa, il n'y a pas encore Binance. Ça, je vous dis ça juste par rapport à la croissance de Kaspa qui pourrait s'en venir. Kaspa n'est pas encore listé sur Binance, ni sur Coinbase, ni sur Kraken, ni sur KuCoin. Vous voyez, tous ces exchanges, Kaspa n'est même pas encore listé sur ces gros exchanges. Ni sur Bitfinex, ni sur OKX, ni sur Bybit, ni sur OOB, voilà, ni sur Bitstamp, voilà. Et ni sur LB Bank, ni sur Bitgate. Donc voilà. Ça, en fait, là, il y a au moins une dizaine. Il y a ni sur aussi crypto.com. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gros exchanges qui manquent à Kaspa. Si on compte encore Robinhood, ça ferait 13 gros exchanges où Kaspa n'est pas encore listé. Donc je vous laisse imaginer le volume quand Kaspa sera listé petit à petit sur ces exchanges. En plus de ça, Kaspa, je vous le rappelle, pas d'ICO. Voilà, donc pas de volatilité extrême, pas de pré-mine, voilà, pas de team derrière le projet. On connaît les fondateurs, mais ils ne sont pas derrière le projet. Donc s'il y a du FUD, ou si ces fondateurs s'avéraient être des escrocs, bah, ça n'impacterait pas Kaspa. Vous voyez, donc tout ça là, ça rappelle le Bitcoin. Bitcoin aussi, il n'y avait pas d'ICO, pas de pré-mine, pas de fondateur derrière. Donc c'est la même chose. Vous voyez que ça, pour moi, ça c'est des projets vraiment qui sont purs, on va dire. Vous voyez, donc ils considèrent, en tout cas la communauté Kaspa, considère Kaspa comme l'argent digital. Donc Bitcoin, l'or, et Kaspa, l'argent. J'aime pas trop cette vision parce que Kaspa, c'est aussi une plateforme de smart contract. Je laisserais plutôt le terme d'argent digital à Litecoin. Et Kaspa, pour moi, c'est vraiment le Bitcoin moderne. Donc voilà comment je vois Kaspa. Donc voilà, les amis, j'en finis par... N'oubliez pas, hein, pour la finance, il faut s'élargir. Il faut se faire des prévisions. Et regardez, là, je vous mets juste ça. Donc la population qui croît d'année en année. Et si vous regardez bien, c'est les populations autour d'Afrique et de l'Inde en priorité qui progressent. Voilà, autour de l'Inde, vous avez l'Afghanistan, tout ça. Vous avez le Nigeria, le Niger. Voilà. Ça, les populations africaines et indiennes vont être les populations qui vont le plus croître. C'est là, en fait, c'est là-bas qu'il y aura tout le business dans le futur. Ensuite, vous avez aussi l'Argentine. Faut noter aussi. Et voilà. Ensuite, les autres pays, là, c'est un peu plus difficile. Là. USA, Chine et tout ça, il y a un ralentissement de la population au Japon. Encore pire en Croatie et même à Singapour. Donc ça me surprend pour Singapour. Asie du Sud-Est, mais bon, voilà. Mais en tout cas, notez, juste retenez bien, Inde, pays du Golfe, la Inde, Asie, l'Asie du et Sud-Ouest pour le coup, et Afrique, là où il y a la population qui croît le plus là. Donc, préparez vos perspectives. C'est-à-dire là, je m'adresse à tous ceux qui sont occidentaux. L'Occident, là, les amis, c'est une population qui va être vieillissante. L'économie va faiblir en Occident. En plus que l'Occident est en train... Les États-Unis sont en train de tomber, là. Le dollar est en train de chuter, là, au profit de la Chine. Donc, il va y avoir une sorte de nouvel ordre. Vous voyez, l'Occident, c'est fini, les amis. En plus que le dollar va perdre son statut de chef, voilà. La population est de plus en plus vieille en Occident. Et vous voyez que la population ne croît pas rapidement. Et voilà, Occident, quand je parle Occident, c'est États-Unis, Canada, Europe. Donc voilà, population vieillissante et croissance en baisse. Alors que dans le reste du monde, les pays qui étaient pauvres, l'Afrique, l'Asie du Sud, des choses comme ça, l'Inde, qui étaient considérés comme pauvres hier, demain, dans le futur, ce seront les pays riches. Vous voyez? Donc, adaptez-vous, adaptez votre projet et faites en sorte peut-être de tomber ou de finir dans ces pays-là plus tard. Vous voyez? En tout cas, moi, ça va être mon cas. Moi, tout est préparé. En tout cas, mes visas sont en passe. Voilà. Dubaï, Bali, tout est en préparation par rapport à ça. Pour moi, surtout pour mes enfants, anticipez à 20, 30, 40 ans. Pensez à vos enfants. Et si l'Occident, on sait que l'Occident, dans 20, 40, dans 20, 30 ans, sera assez plus pauvre
que les pays, en fait, la prochaine puissance après la Chine, ça sera l'Inde. D'ici 2040, par là, 2050, l'Inde sera la deuxième puissance mondiale devant les États-Unis. C'est ce qui est écrit, en tout cas. Et l'Inde sera toujours la population la plus peuplée. Non, sera même dépassée par l'Afrique. Mais l'Inde sera le deuxième continent le plus peuplé ou pays le plus peuplé derrière l'Afrique entière. C'est l'Afrique, le continent qui sera le plus peuplé. Mais l'Inde restera, en tant que pays unitaire, le pays le plus peuplé. Mais après, l'Afrique va être très peuplée aussi. Donc voilà, en tout cas. Très long live. Donc, ça fait combien, là? J'aime pas trop faire des lives trop longs, là. Donc, on est à 45 minutes. Je m'arrête là. Donc, les amis, on démarre une nouvelle semaine. Beaucoup de volatilité. Vous avez vu des chiffres d'entreprises qui vont sortir. Des résultats, Tesla, Netflix. Des membres de la fête qui vont parler. Je vous tiendrai au courant de tout ça. Donc, voilà pour la quotidienne d'aujourd'hui. Les amis, bonne semaine à tous. Hein. Force à nous, hein. Force à nous vraiment. Force à vous pour la semaine. Bon courage à tous, quoi que vous fassiez. Et on se retrouve dans la semaine. Surveillez les marchés. Hein. On est en phase de hausse là. Et le crypto, en tout cas, le Bitcoin peut rapidement casser là. C'est 30, 32 000 et rapidement aller à 34, 35. Et les altcoins peuvent vite exploser. Donc restez à l'affût des marchés pour prendre des bénéfices. Et voilà. Et profiter même des hausses là. Ok? Donc allez. Bonne semaine à tous. Hein. On se retrouve dans la semaine. Allez, à plus.